Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors ici, on y croit dur comme fer, un bon développeur, c'est quelqu'un qui apprend toute sa vie et cultive sa curiosité. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais concrètement, comment faire pour découvrir de nouvelles choses et monter en compétences toute sa vie ? C'est justement l'objet du podcast d'aujourd'hui. On va essayer de donner des pistes pour réaliser sa veille techno et aussi pour s'auto-former pour les développeurs d'aujourd'hui et de demain. Alors autour de la table pour parler du sujet, on a réuni Philippe. Salut. On a Arthur. Bonjour, bonjour. On a Théo. Et bonjour. Et on a deux petits nouveaux qui font leur première dans ce podcast. On a Nathan. Bonjour tout le monde. Et on a Bartholomé. Salut tout le monde. Comme d'hab, on va commencer par poser les bases. On va commencer par parler un peu veille techno. Philippe, ton moment préféré. C'est quoi la veille techno et est-ce que tu peux enchaîner après sur le point historique ? Comment est-ce qu'on faisait la veille techno avant ? La chance. Allez hop, La définition on mixe. La veille techno, c'est toutes les techniques qu'on peut mettre en place pour se tenir au courant de ce qui se passe. Ça regroupe plein d'autres choses parce qu'on peut faire de la veille techno, par exemple de concurrents ou ce genre de choses. Là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va vraiment parler de comment on se tient à jour des nouvelles technos, des technos qui sont les bonnes technos, comment on se fait un avis, comment on se challenge soi-même, ce genre de choses. Alors, le point historique, je vais le faire direct. Allez, jingle. Nous vivons tous un moment historique. Alors, avant, je sais que ça va paraître ésotérique de dire ça, mais avant, on lisait des livres. Non, on faisait Philippe. beaucoup d'un... Je sais, c'est Waouh. pas nous. Pas à nous. Si, avant, quand on a une nouvelle... Enfin, ça paraît complètement dingue de penser à ça, mais quand un nouveau logiciel ou une nouvelle version de langage de programmation sortait, il y avait un livre qui sortait, qui faisait genre 1000 pages et qu'on devait se fader pour avoir les nouveautés du langage. Donc ça paraît complètement dingue, mais c'était il y a 15 ans en arrière, ça se faisait comme ça. Les vieux livres Axe Open qu'on a, Java 6, les révolutions du langage. C'est ça, qui fait le une page. JV Fundamentals et autre chose. Voilà comment ça se passait avant, et depuis, on va le voir maintenant, ça a beaucoup évolué, en bien et en moins bien. Notre autre sujet qui est donc lié à la veille techno aujourd'hui, c'est l'auto-formation. Alors, si on peut définir juste ce que c'est s'auto-former et de la même manière, est-ce qu'on s'auto-formait avec des livres, finalement ? Alors, je pense que l'auto-formation, historiquement, c'était moins le cas. C'est-à-dire que quand on voulait se former, on demandait à son chef ou à son manager une formation et on partait dans un cursus de 3-5 jours de formation qui était organisé par l'entreprise ou par des organismes de formation. L'auto-formation, c'est finalement quelque chose qui est assez récent, de se dire que finalement, on va pouvoir se former tout au long de la vie, de sa vie professionnelle. Et c'est quelque chose qui, on le voit avec tout ce qui est CPF, ce genre de choses, qui est beaucoup mis en avant, de se dire finalement, c'est plus forcément à l'entreprise de forcer le salarié à se former, mais ça peut être aussi une démarche qui est personnelle, d'aller chercher l'information là où il en a besoin. Mais au final, par exemple, quand tu as commencé l'informatique, tu bidouillais pas un peu le PC tout seul ? Alors, peut-être qu'on n'appelle pas ça auto-formation, mais... J'appelais pas ça bidouiller, moi. Chacun ses termes. Je pense que l'informatique est très précurseur dans l'auto-formation parce que c'est de base une discipline qu'on peut vraiment exercer facilement seul chez soi et essayer de travailler. C'est pas comme des maths ou de la physique où c'est plus compliqué ou alors il faut avoir plus de matériel ou ce genre de choses. L'informatique, ceux de ma génération, ils ont commencé à bidouiller des ordinateurs, à les formater, à réinstaller des systèmes d'exploitation dessus. Et c'était déjà une première partie de l'auto-formation. Et après, avec l'essor d'Internet, ça a pris son envol de manière substantielle. Pourquoi aujourd'hui, vous pensez autour de la table, notamment Arthur, pourquoi c'est essentiel aujourd'hui pour un dev, et je pense peut-être même, on peut l'étendre à quand même pas mal de métiers, d'aujourd'hui faire de la veille et s'auto-former ? En fait, avec l'évolution et la rapidité à laquelle évoluent, que ce soit les langages, les frameworks ou la sortie des nouveaux langages ou des nouveaux frameworks, on peut plus se permettre, en tout cas si on veut être un bon développeur, on peut plus se permettre de se cantonner à une technologie ou une version et ne plus jamais se former ou ne plus regarder ce qui se passe parce qu'on va être has-been au bout de 1 an, 2 ans.
Donc on est obligé de toujours regarder ce qui sort, regarder ce qui est à la mode, sans non plus se mettre dans le piège de tout ce qui sort, on va directement dessus et on abandonne le reste. C'est toujours intéressant d'avoir une bonne base et de rester dessus, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui va sortir et un peu de rester de loin dans l'ombre en attendant de voir comment ça va se passer. Comme par exemple, je prends l'exemple de Flutter, qui il y a 3 ans a été une blague, qui reste une blague aujourd'hui, mais qui a beaucoup évolué et qui va devenir... C'est pas encore le podcast des haineux, là. C'est pas encore lui, mais qui voilà est devenu pour moi un des plus gros frameworks de cross-platform et qui il y a 3 ans je regardais juste et c'était le début et donc voilà, et il y a un peu pour tout. Pareil pour le serverless, je pense que Philippe il t'en entend parler depuis des années et maintenant on est à fond dedans et Philippe on peut dire que voilà tu connais déjà alors que ça vient de sortir entre guillemets. Et donc c'est vraiment voilà essayer d'être en avance et même si c'est quelque chose qui n'a pas forcément d'avenir, juste savoir qu'il est là et le jour où ça prend de l'ampleur et on est déjà dessus et c'est ça pour moi qui fait qu'on est un bon développeur ou on stagne en restant à PHP toute sa vie. Private joke. On pourra l'enlever ça. Si on focus un petit peu sur la partie, donc on a bien compris, on a la partie veille techno et auto-formation qui sont donc complémentaires, mais finalement qui sont assez spécifiques. Donc on va les scinder en deux. On va commencer par parler un peu plus de la veille technologique. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire concrètement de la veille techno? Quelle organisation on met en place? Vous faites quoi, vous, par exemple, Théo? Après, on peut différencier déjà dans un premier temps veille passive et veille active. Donc, soit on s'abonne à des flux, soit on s'abonne à des newsletters et ainsi de suite pour avoir des informations quotidiennement ou régulièrement du moins. Soit on peut avoir de la veille active où là, c'est à nous d'aller chercher manuellement en fait un petit peu des informations. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée, de quoi chercher et ainsi de suite, quoi. Donc déjà, il y a ces deux nuances à avoir où on peut marquer une différence, quoi. Et vous y prenez comment? Toi, tu fais par exemple plus de veille passive, veille active, ou tu fais les deux? Moi, je suis plus veille active, que ce soit pour plusieurs choses, que ce soit soit pour le développement, soit pour des informations personnelles, soit par exemple pour les actus des podcasts, et ainsi de suite. Et en fait, ça permet de faire le tri directement et de pas avoir à se forcer pour aller chercher des informations directes. Et vous, autour de la table, Arthur? Moi, je suis plus veille passive et veille quand vraiment, par exemple, j'en ai besoin ou quand il y a vraiment un sujet qui m'intéresse. Mais je sais que, par exemple, je suis abonné à une newsletter qui s'appelle TLDR et qui sort tous les jours. Et il y a, globalement, il y a 6 actus dans le monde de la tech. Et il y a 2 actus qui sont vraiment full développeurs. Et c'est ça qui me permet un peu de me tenir au courant si je vois qu'il y a une nouvelle version d'un framework qui sort. En fait, vu que c'est tous les jours, tu loupes pas une information parce que même si tu vois un jour il y a genre React, Vue et Angular qui sort une nouveauté, et le lendemain tu auras celle de l'autre. Donc ça me permet de me tenir au courant tous les jours. Et après, si par exemple je vois que pour un projet on va faire je sais pas du Kafka, et je vais aller me renseigner sur qu'est-ce que c'est Kafka, comment ça se passe, etc. Mais je fais moins de la veille active en me disant allez je vais aller voir sur le site de React ce qu'ils ont fait. Je suis plus passif et où quand j'en ai vraiment besoin. Ok. Nathan, de ton côté? Un peu comme Arthur, justement, je fais un peu des deux, dans le sens où, justement, je suis aussi abonné à des newsletters, et en particulier la newsletter de Baldung. Donc, c'est une newsletter qui est spécialisée dans le Java et le Spring Boot. Et donc, ça, c'est une newsletter hebdomadaire, donc qui nous donne quelques articles, justement, qui ont un rapport avec le Java, donc ce qui est plutôt pas mal. Et aussi l'active, mais ce qui est un peu plus difficile, c'est aussi de trouver le bon article qui est intéressant au milieu de beaucoup d'autres articles qui peuvent être un peu plus justement des bait-clics. Ah, parce que j'imagine quand tu t'abonnes à plein de trucs ou même quand tu vas des fois rechercher l'information, il y a tellement maintenant de choses, tout le monde essaie de se référencier surtout. Faut trier, quoi. Vous faites comment pour trier? Ouais, on lit le début de l'article. On lit le début et on peut très vite voir quelle direction va prendre l'article. Si il part plutôt sur juste une description, on va dire un peu plus en surface, ou alors qui plonge vraiment dans le cœur du sujet. Donc, et avec ça, on peut se faire déjà une idée de savoir si cet article sera pertinent ou non à ce que l'on recherche. Et puis en fonction du site aussi qui va faire l'article, il y a des sites qui sont pas forcément très, très pointus dans la tech, et donc si on voit un article dessus, on sait que ça va être quelque chose... Si tu vois un article 01net, tu peux passer ton chemin, quoi. Voilà, si tu vois un article Presse Citron, tu vas te dire, ça va être peut-être un peu plus grand public, alors qu'il y a des sites, je pourrais pas trop en citer là, j'en ai pas en tête, mais qui sont beaucoup plus techniques. Et aussi, moi,
par exemple, quand je fais des recherches, je sais que je recherche tout en anglais. Parce que je sais pas pourquoi j'ai un peu cette a priori comme quoi il n'y a pas trop de recherches quand on tape en français. Enfin, il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc j'ai pris l'habitude de rechercher en anglais. Et je sais que si je vois un article français, je vais même pas essayer de le lire. Parce que je sais, c'est une habitude que j'ai pris qui est pas forcément bonne. Mais je sais que par exemple, quand je recherche du code ou quoi, ce sera toujours en anglais. Parce qu'il y a aussi une plus grosse communauté derrière, vu que normalement c'est un peu la langue qui regroupe tous les développeurs. Il y a plus de choses qui sortent de toute façon aujourd'hui en anglais finalement qu'en français. C'est vrai que moi, à l'inverse de vous, je pense que je fais plus de la veille active. Je suis abonné absolument à rien. Ah ouais? Non, je suis abonné à rien. Et par contre, moi, je lis encore beaucoup de livres. Donc, je sais que je suis un peu un vieux là-dessus. Mais je préfère avoir une vision long terme. Et après, je vais chercher l'information quand j'en ai besoin. Mais je ne m'abonne pas trop à la mise à jour des frameworks et des machins comme ça. Ça bouge tout le temps. Et finalement, c'est du bruit. Et c'est pas spécifiquement intéressant. Et après, par contre, je vais toujours chercher l'information sur les sites dont je sais qui sont les sites références. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quoi, par exemple, tu utilises quoi? Moi, dans l'univers Java, je vais regarder tout ce qui tourne autour de la fondation Apache ou ce genre de choses. Ou tout ce qui tourne autour d'AWS, je vais directement sur les sites d'AWS et compagnie. Je passe pas trop de temps... Enfin, je lis jamais d'actualité ou très peu qui sont faits par des médias. Parce que les médias, ils dénaturent l'information souvent et ils sont souvent un peu trop... pas assez précis, ou alors ils veulent donner envie de lire, comme tu dis Arthur, et au final, t'as rien dedans, quoi. Donc je vais plutôt directement à la source, c'est-à-dire que si par exemple, je vois qu'il y a une nouveauté de J2E ou de Spring Boot, je vais pas lire l'article, je me dis, je vais tout de suite sur le site de Spring Boot et je vais regarder la vraie note la release note qui a été faite. Pour le coup, moi je fais beaucoup de blogs. Je sais pas si ça rentre dans la catégorie active ou passive, mais je suis pas abonné, genre j'en reçois pas de notification. Mais régulièrement, une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours, je vais sur les blogs que je connais et je regarde les articles et puis je lis ceux qui m'intéressent généralement. Et ça, c'est un mix entre actualité, entre tutos dans des domaines qui m'intéressent, des tips, enfin ça mixe plein de choses et du coup je trouve que c'est pas mal. Je me posais la question, est-ce que finalement, en fait, la veille, est-ce que c'est un exercice de tous les jours, quelque chose qui se fait de manière quotidienne ou hebdo, ou est-ce que finalement c'est plus au besoin et quand effectivement tu es abonné à des newsletters qui arrivent de manière hebdo, comme tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai une réponse là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vite se perdre à vouloir chercher l'actualité tous les jours parce que tous les jours, il y a un petit truc. Tous les jours, il y a un framework qui se met à jour, une nouvelle version de quelque chose. Et en fait, si vous passez votre temps à rester que dans cette surface-là, vous n'allez pas, à mon sens, vous allez perdre beaucoup de temps à le faire tous les jours. Alors que si vous vous mettez sur des gros jalons et que vous regardez que des sources intéressantes, je trouve que c'est plus efficiente que la petite info. Mais après, c'est mon avis personnel. Non, c'est vrai que je suis d'accord. C'est vrai que faire une recherche tous les jours, on peut peut-être se perdre avec des petites informations, justement, petites à jour, qui au final ne va pas nous apporter grand-chose. Que si on le fait par exemple toutes les semaines ou peut-être tous les mois pour voir. Tu vois, par exemple, si tu prends l'exemple de tout à l'heure, tu parlais de React, tu peux suivre les mises à jour de React. Mais en gros, entre maintenant et il y a 3 ans en arrière, il ne s'est rien passé chez React. Enfin, de fondamental. Oui. Ils ont sorti plein de petits trucs à droite à gauche. Sur Angular, c'est pareil, mais il faut être là au bon moment et il ne faut pas non plus se perdre dans la petite note, truc muche, qui peut faire beaucoup de temps, quoi. Vous entendez parler un peu du coup sur tout ce qui était outils, donc tout ce qui est blog, etc. Enfin, multimédia. Vous faites quoi? C'est que de la lecture ou finalement il y a aussi du podcast, il y a aussi de la vidéo YouTube dans votre veille? Alors perso, du coup il y a les podcasts d'Axopen aussi. Merci Bartholomé, c'est la première fois que tu viens ici. Et tu reviendras. Non, mais après, en podcast, particulièrement sur Spotify, il y a / et Dev Theory Interview que j'aime bien. Alors, / il y a pas mal dans l'esprit Axopen et Dev Theory Interview, c'est plus des interviews un peu comme Axopen fait au final, des interviews de gens dans la tech. Donc voilà, c'est bien. Et sinon, pas mal de vidéos aussi, genre la chaîne Fireship ou des trucs comme ça. Ok. Moi, j'avoue que je regarde jamais de vidéo. Je préfère lire un article que regarder une vidéo YouTube. C'est trop long. En fait, t'as du mal à trouver l'info où elle est. L'avantage de Fireship, c'est que c'est des trucs très courts. Ça dure 2-3 minutes. En fait, il a plusieurs formats, notamment un format où il te présente genre toutes les 2 semaines une technologie, un langage. Et quand il y a des actualités, lui, c'est plus univers web, etc. Il te fait des vidéos de 2-3 minutes dessus et c'est vraiment bien fait. Bien je dis pas, c'est pas mon support, la vidéo. Autant je suis très podcast aussi et très lecture.
mais je suis pas très. Mais je suis d'accord que lecture, ça reste quand même mieux. Moi, je trouve le problème de la vidéo, c'est que du coup, les gens ils se sentent obligés un petit peu de meubler et de mettre des infos qui sont pas forcément utiles. Alors que vraiment, ton article, si tu vois qu'il y a un paragraphe sur un truc qui t'intéresse pas, bah tu passes et tu sais ce qu'il y a après. Tu peux faire un CTRL-F. Voilà, déjà. Aussi, ouais. Et tu vois, par exemple, on a eu des mis en interne où ils font des formations vidéo et c'est bien parce que c'est des petites vidéos à chaque fois et du coup, tu peux aller au paragraphe que tu veux. Mais personnellement, je sais que je préférais largement avoir la même chose mais avec que du texte. Mais oui, après, c'est mon point de vue aussi. Je sais qu'il y en a je sais que des vidéos YouTube, il y en a pour à chaque fois que tu tapes quelque chose en code ou quoi que ce soit, tu as 36 vidéos YouTube, donc j'imagine c'est que ça marche. Mais c'est une question d'habitude aussi, je pense. Vous suivez alors je sais pas s'il y en a trop, mais j'imagine des influenceurs côté dev, côté tech. Non, pas du tout. Si, un petit peu de mon côté, je sais que j'en aime bien un qui s'appelle Micode, qui fait que ça soit vidéo ou podcast vidéo aussi, qui se prend sur Underscore Talk Show, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et qui parle, pareil, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines d'actu ou alors de langage ou alors avec des invités, ainsi de suite. Et je trouve que c'est un format qui diffère un petit peu de l'article ou quoi, donc de temps en temps, j'aime bien regarder, même si c'est pas forcément ce que je préfère. C'est plus de divertissement, mais oui, c'est voilà, c'est ça. Ouais. Moi, j'aime bien, alors c'est pas un mec, mais j'aime bien la plateforme Medium. Je sais pas si. Ouais, moi j'étais abonné à une époque et en fait, je passais trop mon temps dessus, du coup, j'ai arrêté mon abonnement. Medium, alors ceux qui connaissent pas, alors je crois que c'est qu'en anglais. Je sais pas oui, c'est qu'en anglais. Techniquement, enfin, à l'époque, il peut y avoir du oui, tu français. peux avoir, en fait, c'est juste c'est des particuliers, c'est un blog, donc c'est que des particuliers. Et l'intérêt, ça va un peu à rebours de tout ce qui se fait, c'est que c'est des personnes qui écrivent et des articles longs, très longs. Et je trouve ça génial parce que quand on est sur un sujet, je trouve ça hyper intéressant d'avoir Et à chaque fois que j'ai lu des articles dessus, je trouve que la qualité était 100 fois meilleure que ce que je pouvais trouver. Ouais. Mais le problème, c'est que ils ont un algo qui fait que tu as toujours envie de lire plus. Et moi, j'avais pris la phase où vraiment j'étais abonné et genre je lisais tout le temps des articles parce que tu finis et à la fin il te met ces articles peuvent vous intéresser et ils t'intéressent. Du coup, tu cliques sur les 3, du coup tu ouvres les 3 articles, tu les lis et à chaque fois tu en as 3 autres et tu finis dans une boucle où tu passes ta journée à lire des articles. Et donc j'ai arrêté l'abonnement et vraiment Medium. Puis Medium, il y a tous les sujets, même hors tech, mais vraiment même sur la tech. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un sous-domaine entre guillemets pour chaque partie. Donc par exemple, si tu veux rester que sur la tech, tu as le Medium, @tech, un truc dans le genre. Et si tu veux aller sur philosophie, nutrition et quoi, à chaque fois ils ont un sous-domaine, donc tu te perds pas trop dans d'autres choses que tu n'as pas envie de voir. Mais quand tu veux rester dans ton domaine, il y a des trucs à l'infini, c'est vraiment très bien. Mais il faut du temps. Finalement, c'est que c'est bien fait. Hein. Oui, bah oui. Mais oui, c'est des articles de 20 minutes, 25 minutes, donc à chaque fois, il faut y aller, quoi. Je suis dans cette phase actuellement. Donc, bah voilà. Mais j'aurai un coup de gueule d'ailleurs sur Medium après. Top. No spoil. Ça marche. On va parler un peu d'auto-formation. Tu as commencé à en parler, Arthur, quand tu parlais un petit peu du DEMI. L'auto-formation, en toute honnêteté, ça fait partie vraiment de votre quotidien de développeur. C'est quelque chose que vous avez l'impression de vous former tous les jours, quotidiennement. Alors, moi, je vais prendre cette réponse parce que je pense que tout le monde n'aura pas la vision, mais quand on développe, globalement, quand on fait un projet, et dans nos métiers où on fait du développement spécifique, on n'a jamais fait 2 fois la même chose. Donc, dans 99% des projets qu'on démarre, en gros, même si on connaît le Java de base ou le JavaScript de base, on va devoir apprendre une multitude de trucs. Donc, en gros, même quand on a fini un projet, le projet lui-même, c'est une auto-formation géante. Donc, déjà, c'est un des premiers points, c'est que si vous n'êtes pas prêt à vous auto-former, si vous n'avez pas envie de découvrir, vous ne pouvez pas faire du développement spécifique, ou alors il vaut mieux travailler chez un éditeur dans un domaine mais nous, globalement, en société de service où on travaille dans des projets qui sont systématiquement spécifiques et différents, oui, on s'auto-forme mécaniquement et du stagiaire au mec qui a 15 ans d'expé, quand il démarre un projet, globalement, il va passer par la case, je sais que ça peut exister, mais je vais regarder comment faire. Donc oui, il y a déjà cette phase d'auto-formation qui est nécessaire et obligatoire sur tous les projets. Ensuite, j'imagine de l'auto-formation aussi qui est capée sur un sujet. Tu vas parler du Rust dans un précédent podcast. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 2 phases. Il y a la phase je dois me former pour réaliser mon projet. Ça, c'est l'auto-formation basique et c'est ce qu'on attend de tout le monde. Et puis, c'est obligatoire, c'est dans la base du truc. Et puis, il y a l'auto-formation un peu prospective, c'est-à-dire globalement, je sors de mon projet et je vais aller me former sur une autre techno qui pourra peut-être me servir plus tard ou peut-être jamais, mais qui m'intéresse. Là, tu parlais de Rust tout à l'heure. Effectivement, nous, on se pose pas mal de questions de savoir est-ce que Rust pourrait servir à certaines problématiques. Donc, on s'est lancé dans s'auto-former un Rust, mais on sait qu'on n'a pas de débouchés proches sur des projets. C'est juste qu'on se forme sur cette techno, on essaie d'apprendre comment ça fonctionne, et peut-être qu'à terme, ça nous servira sur un projet où on pourra déclencher un projet. Parce que ce qui est dur,
c'est de démarrer des projets sans savoir qu'une technologie existe. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de garder un petit peu cette formation généraliste, si je puis dire, sur toutes les technos qui existent pour être capable d'utiliser la bonne techno au bon moment. Et du coup, ça se matérialise comment ? Comment est-ce qu'on s'auto-forme finalement sur une techno quand elle nous intéresse ? Le point d'orgue, c'est clairement les projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Enfin, c'est en pratiquant qu'on s'auto-forme principalement. Sinon, je sais que pour apprendre, après ça c'est particulièrement mon cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, je sais que lire des dizaines de lignes explicatives sur un truc, je vais rien y biter, alors que voir juste l'exemple, donc juste des fois un langage que je connais pas, je cherche des projets GitHub et je navigue dans le repo, et forcément avec les années d'expérience petit à petit, on comprend de plus en plus rapidement, même si c'est un truc qu'on connaît pas de base. Et ça permet d'avoir vraiment des bases et une vue d'ensemble du truc. Et puis après, on peut aller chercher les articles ou les formations très spécifiques sur certains aspects du langage ou de la techno. Toi, tu vas plutôt chercher le projet de base et limite faire des projets aussi personnels toujours. Pour tester la techno. Moi, j'ai pas tout à fait la même approche. Enfin, j'ai une approche assez pragmatique aussi, mais j'ai toujours tendance à regarder soit une vidéo, soit lire un article généraliste sur la techno pour comprendre les grands concepts. Et après, je trouve que je rentre dans le code et on comprend beaucoup plus vite. Parce que je trouve que démarrer, il y a beaucoup de développeurs qui démarrent directement par cloner un dépôt et démarrer. Et en fait, ils n'ont pas les grands concepts. Je prends par exemple Nathan, toi, tu devais te former à Kafka. Si tu démarres pas à comprendre les concepts derrière la technologie et ce qu'elle prétend répondre, tu peux pas. Enfin, tu peux démarrer, mais tu vas galérer de dingue, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas louper des concepts basiques et qu'en 3 secondes, en fait, si tu les avais eu avant de commencer le code, ce serait 100 fois plus simple et juste t'es passé à côté parce que t'as eu la flemme. Ouais, ou t'as eu la flemme. Ouais, moi, j'ai eu souvent la flemme de regarder la doc à la base et tout ça. Moi, j'ai plutôt une approche je regarde le grand concept, après je rentre un peu dans le code pour voir ce que ça fait, et après je vais lire toute la doc d'un coup. Alors que je prends toutes les fonctions de la Javadoc ou la doc et je les lis. Et en fait, après, je sais que ça existe. Même si je sais pas à quoi elle sert, je sais que ça existe parce que ton cerveau, il a mémorisé. Et après, tu peux y revenir, quoi. Ça, justement, des fois, pareil, j'ai la flemme et je le fais pas, ce premier travail de documentation. Et récemment, j'ai appris Next.js, du coup. Et j'étais parti direct, comme j'ai dit tout à l'heure, sans passer par la phase de documentation. Et du coup, j'ai compris au bout des dizaines d'heures de dev que c'était fait pour... que la compilation... les fichiers étaient générés au moment de la compilation et plein de concepts vraiment au cœur du framework que j'avais pas compris. Et quand j'ai compris ça, je suis en mode ok, c'est comme ça que ça marche en fait. C'est à ça que ça sert. Mais en fait, on a tous moi j'ai eu très longtemps cette attitude de flemme et plein de développeurs. Mais le problème de faire ça, c'est qu'il y a plein de gars que tu vois sur des projets qui font n'importe quoi et qui perdent un temps de dingue parce qu'en fait, ils n'ont pas compris l'essence même de la technologie, quoi. Et ça, je pense que c'est préjudiciable. Si on peut donner un conseil, et je donnerais un seul conseil, c'est lisez au moins l'introduction et les concepts clés de la technologie que vous voulez appréhender. Et après, vous pouvez rentrer dans le code et faire ce que vous voulez. Mais déjà, commencez par ce tout petit niveau théorique qui va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Au moins le site du framework ou du langage, quoi. Au moins, il y a toujours une partie overview, fundamentals, c'est ça. Et c'est vraiment la base. Et c'est vraiment très important. Et après, moi, ce que je trouve un peu dommage, des fois, quand tu regardes des vidéos un peu plus généralistes sur, par exemple, je sais pas, débuter Rust, c'est que des fois, tu te tapes 20 minutes où tu as l'impression que leur vidéo, elle est faite pour des gens qui n'ont jamais développé. Où ils sont en mode, alors pour faire une variable, vous écrivez const, var, et là, vous mettez votre variable. Alors, une variable, en fait, c'est pour stocker des données. Et tu es en mode, non, mais c'est bon, j'ai compris. Moi, je suis d'accord qu'il pourrait y avoir des formations de techno. Pour des experts, entre guillemets. Ouais, genre... Ou adapté, ou tu peux sinon... ça. Parce que sur Udemy, quand tu veux faire, genre, par exemple, débuter Rust, tu te tapes au début 3-4, pas heures, mais tu te tapes au début 3-4 vidéos où ils te font les bases du développement, en fait. Et t'es pas là pour faire les bases du développement. Parce qu'en fait, ils partent tous du présupposé que c'est ton premier langage. Ouais. Ce qui est normal en soi. Mais moi, ça fait, j'en connais 10, 15, 20. Donc, du coup, m'expliquer ce que c'est qu'une variable et une constante, ça me fatigue. Oui. Et du coup, des fois, ça me fait lâcher la formation. Ouais, c'est ça. C'est que t'es en mode, c'est bon. Et tu sais pas où commencer parce que tu dis, je fais quoi, je saute jusqu'à où, tu vois, parce que ça se trouve, dans les variables, ils vont t'expliquer un truc hyper important, genre, il y a des pointeurs mémoire et tout. Mais ça, tu vas le borrowing, par exemple, en Rust, c'est un truc que si tu sais pas, faut le connaître, quoi. Pour le coup, je pense effectivement ils se mettent dans la posture où quelqu'un qui connaît pas, ils veulent viser vraiment tout le monde. Après, c'est vrai que ce serait peut-être bien qu'ils aient justement des curseurs. Si jamais vous connaissez déjà des langages, faire des formations, c'est très compliqué. Ouais, pour tout le monde et tout. Surtout qu'il faut toutes les nuances du curseur parce que il y a pas juste débutant et expert, il y a plein d'entre deux en fait. Donc c'est quelque chose. Et du coup, sur tout ce qui est site d'auto-formation, là, vous parliez d'Udemy, c'est le principal que vous utilisez?
il est payant, mais pour moi, c'est le plus complet. Parce que c'est des, entre guillemets, vraies formations. C'est pas des vidéos YouTube où quelqu'un fait 3-4 vidéos. C'est vraiment, il va poster toute sa formation. Mais il est payant. Après, en site, entre guillemets, gratuit, bon, il y a YouTube, mais qui n'est pas vraiment un site de formation. Mais- On a Medium. Ouais, Oui. moi je vais rebondir là-dessus. Je pense que beaucoup de gens considèrent YouTube comme étant l'école absolue parce qu'il y a tout. Mais le problème de YouTube, c'est que les personnes qui vous expliquent des choses, ils vous expliquent selon leur vision à eux. Ils n'ont pas de réflexion autour d'un parcours apprenant ou un parcours pédagogique. Et souvent, en fait, ils vont vous expliquer des trucs très bien, très pointus. Ça va dépendre de la personne, mais vous pouvez passer à côté de choses. Enfin, je veux dire, par exemple, quand je vois les gens qui se forment au langage de programmation, ils se forment à, par exemple, que ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Mais en fait, dans le langage, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Là où dans une Udemy ou ce genre de plateforme, ils sont dans l'obligation de fournir un parcours pédagogique complet. Et du coup, ils vont balayer plein de trucs beaucoup plus... Enfin, ils ont un spectre de formation plus large. Et non, YouTube ne peut pas remplacer tout. Je trouve que YouTube est intéressant sur des problématiques pointues. Je pense sur des formations généralistes, je trouve que c'est un peu dangereux de ne se former que à ça. Parce qu'en plus, vous n'avez pas ce côté... dans la formation, c'est pénible ce que je veux dire, mais il y a un côté neutre. C'est-à-dire qu'ils essayent d'être le plus neutre possible. Sur YouTube, vous avez souvent des gens qui sont parti pris. Et du coup, quand ils vous parlent, par exemple, de Symfony, PHP, ou Qui sont fans de Symfony, d'Angular, PHP. ou de Java, ils sont tellement fans du truc qu'ils vont vous former enfin, ils vous endoctrinent presque. Ils n'ont pas le retour, la capacité à être neutre. Là où une formation de type Udemy, pensée par des gens qui font de la formation, ils vous montrent les points positifs, les points négatifs, les limites. Et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent en termes de formation. Open Classroom, vous utilisez encore aujourd'hui l'ancien site du zéro pour... Non, mais je sais aligner div en CSS, donc j'ai arrêté. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai utilisé pour apprendre le C il y a 8 ans, mais c'est tout, quoi. Et je suis sûr qu'ils font des trucs très bien, mais je regarde... Enfin, de toute façon, de base, je recherche en anglais, donc je tombe plus jamais sur Open Classroom. Mais je suis sûr qu'ils font des trucs très bien, mais moi, je n'y vais plus du tout. En interne, on a déployé Udemy pour tous les salariés, et c'est vrai que c'est la plateforme qui est le... C'est vraiment exceptionnel. Hein. C'est impressionnant le nombre de formations qu'il y a. Mais le seul truc que je pourrais donner un peu le problème de Udemy, c'est que c'est souvent pour les débutants, et ils s'arrêtent un peu au moment où ça commence à devenir intéressant pour nous. C'est-à-dire que c'est souvent débuter sur Rust, débuter sur JavaScript, et t'as pas Rust pour les experts, en mode on va aller dans la mémoire, on va aller dans les trucs très, très, très précis. Et je trouve que ça manque un peu des fois de faire vraiment des trucs très experts. Mais je pense que c'est aussi parce que ça se vendrait moins bien de faire quelque chose comme ça. Et c'est aussi le problème d'Open Classroom, je trouve que c'est pour ça qu'on l'a tous utilisé quand on a commencé, et que maintenant plus trop, c'est que c'est très long. Oui. C'est-à-dire que les cours sont vraiment, des fois, tu tapes 50 heures, il y a beaucoup, beaucoup à lire. Et au final, à chaque fois, ils reprennent du début, et c'est très, je sais pas comment dire, un peu infantilisant. C'est très... c'est le site du zéro, donc c'est quand t'es un zéro. Mais c'est bien quand t'es un zéro. Et vous faites encore, je fais du coq à l'âne, mais poser la question, Bartholomé, tu parlais des projets personnels. Vous en faites, vous, encore à l'heure actuelle, pour tester des technos, d'aller faire une petite appli, un truc random ou pas? Ouais, moi je sais que j'en fais régulièrement, où je lance, mais ça dure jamais des semaines. Hein. C'est vraiment, tu lances un truc, tu fais 3-4 trucs et ça marche pas. Mais j'aime bien faire ça juste après une formation. C'est-à-dire que tu fais une formation de 5-6 heures sur Udemy, et ensuite après tu vas, entre guillemets, théoriser ce que tu as fait, appliquer ce que tu as fait, et tu vas faire un petit projet à la con, et ça te permet un petit peu de remettre tous les conseils que tu as eus. Et c'est plus sympa que comme ça, comme commencer avec une feuille blanche, tu arrives, tu fais allez, comment on fait une variable, tu vas sur la doc, etc. Je trouve que c'est plus intéressant de le faire. Ouais, moi j'ai plutôt tendance à faire des projets, d'essayer de trouver une utilité au projet, parce que le problème de faire des tutos dans le vide ou des petits projets dans le vide, c'est que tu te mets jamais de contraintes. Et au final, tu passes à côté de la vraie difficulté. Donc moi, j'ai tendance à utiliser des contextes clients pour me créer des petits utilitaires ou des petits trucs qui me permettent de m'aider. Et comme ça, au moins, c'est concret, quoi. Et ça me permet de les finir, surtout. Oui, c'est le plus gros problème. Moi aussi, je fais beaucoup de projets. En fait, vu que là, je sors du milieu scolaire et j'arrive petit à petit dans le milieu d'entreprise, 90% de mon auto-formation s'est fait sur des projets perso. Donc, j'en fais beaucoup, même constamment en fait, et j'essaie de faire des trucs plutôt aboutis et qui sont utiles, mais je sais qu'après j'ai toujours plein de petits POC ou des petits trucs à côté, mais généralement j'essaie de faire des... Tu as donné un objectif et puis de pouvoir aller au bout, parce que c'est vrai que tu as tendance à te dire, tu commences le truc, tu es plein de bonne volonté,
Et puis après, moi, c'est... Et moi, mon problème, c'est que tu commences, les premiers 90%, ils sont trop cool parce que tu découvres, et t'as toujours les 10% pour finaliser, où c'est un peu chiant, où tu fais de l'affichage, tu fais des trucs et t'es en mode, oh là là. Mais c'est pour ça, je trouve que c'est bien de se faire des petits utilitaires, parce que moi, dès que je fais une tâche plus de 2 fois, je me dis, je pourrais peut-être créer un utilitaire pour le faire à ma place. Et ça te force à faire plus de trucs jusqu'au bout, quoi. C'est vrai. Vous vous formez sur quel sujet en ce moment? Moi, beaucoup de serverless. Je suis à fond sur le framework serverless et vraiment à fond là-dessus. Avant, à une époque, j'étais beaucoup sur du cross-platform avec React Native, mais là, ouais, serverless à fond. Moi, je viens de finir une formation par rapport à Kafka, justement, et une formation sur JMeter, donc qui permet de faire des tiers de performance sur des applications. Théo, c'est quoi tes sujets du moment? Moi, en ce moment, Docker. Plus en lien avec mes anciennes formations un peu DevOps, donc toujours sur Docker. Ouais, pareil, pas mal de DevOps, et puis surtout, du coup, là, du TypeScript. Je suis passé il y a quelques mois du JS au TypeScript, plus jamais j'y retourne, hein, on est d'accord. Après, tu vas découvrir Java. non, alors ça, j'ai déjà eu des petits... non. Après, Java que tu fais en cours et Java que tu fais en entreprise, ça n'a rien à voir. C'est sûr. Philippe, c'est quoi ton Moi, sujet? je suis sur Rust, et sur un truc qui n'a rien à voir, je suis sur MATLAB Sim Event. Oh, le bonheur. Pour faire des simulations temps réel pour un projet que j'ai avec Nathan qui bosse sur justement le Kafka. Kafka qui a un broker de messages temps réel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Avant de se quitter, de clore un peu ce sujet, est-ce que vous pensez qu'on peut s'auto-former sur n'importe quel sujet, ou est-ce que des fois, finalement, je ne veux pas dire une vraie formation, mais en tout cas, est-ce qu'on a besoin d'être aidé finalement par des experts du domaine? Est-ce qu'il y a une limite à l'auto-formation? Moi, je vais l'apprendre. Je pense que la limite à l'auto-formation, c'est qu'on a tendance à se former que sur des trucs qui nous intéressent et pas sur des trucs qui ne nous intéressent pas, mais dont on a besoin. Et le vrai projet de formation, c'est aussi de se former à des trucs qui sont des irritants pour nous, mais qui sont nécessaires à notre progression. Et je pense que c'est là où la formation en lien avec son manager et en lien en discussion avec une autorité permet justement de franchir un certain nombre de paliers qu'on n'a pas envie. Par exemple, si je dis à Arthur, il faudrait que tu te formes un petit peu plus à la gestion de projet et à la capacité à rédiger des spécifications, ça va le saouler, il va pas le faire en auto-formation. Je vais pas aller regarder une formation de 20 heures sur Udemy. Mais peut-être que c'est nécessaire pour lui dans son fonctionnement. On en reparle, Arthur. Ok, enfin un point après. Ça marche. Et vous avez avant de terminer, vous avez des bonnes pratiques donc à conseiller, un petit mot de la fin sur tout ce qui est du coup auto-formation, veille. On a donné déjà quelques conseils tout au long de ce podcast pour pas s'éparpiller. Le conseil, fuir les médias généralistes pour aller vers des gens qui ont autorité, qui sont vraiment des spécialistes. Et pas chasser toujours la dernière mode. Ouais. Pas essayer de faire de se former sur tout ce qui sort parce qu'on a beaucoup de choses qui flopent, on a beaucoup de choses qui pensent résoudre des problèmes qui en fait sont pas des problèmes ou sont pas les vraies solutions. Donc vraiment rester dans l'ombre et attendre. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, exactement. Et moi, j'aurais un petit tips. Il y a pas longtemps, j'ai commencé à utiliser pas mal Notion. Donc globalement, c'est une appli de notes, mais très très avancée, qui permet de faire des bases de données. Du coup, c'est des genres de listes beaucoup plus avancées. Et il y a une extension sur Chrome qui s'appelle Save to Notion et qui permet d'enregistrer directement un site dans sa base de données. Et du coup, après, sur Notion, on peut faire un dashboard un peu et on peut présenter le truc. Et du coup, ça permet vraiment d'archiver tous les articles, que ce soit de veille techno ou les tutos ou l'auto-formation, tout ce qu'on voit. On peut l'archiver, lui mettre des tags. Et à la fin, ça crée un réseau, en fait. Et je me suis retrouvé plein de fois à retourner dedans. Parce que des fois, je lis des articles, puis j'y pense pas. Ou alors, je lis dans le bus et je suis pas devant mon ordi à coder. Et du coup, ça sert à rien. Et du coup, là, ça permet vraiment de tout archiver. Et moi, ça m'a pas mal aidé. Organisé. J'utilisais Pocket, moi, à une époque. C'est un peu pareil, mais c'est pour surtout sur Firefox. Où en gros, c'est un espèce de marque-page qui est partagé sur tous tes appareils. Et ça permettait quand je voyais un article dans le bus ou dans le tram, de pouvoir le relire plus tard, etc. Ça marche. Merci du coup pour vos conseils. On va passer à notre traditionnelle rubrique coup de gueule. Coup de gueule. Barto, t'as quelque chose à nous partager aujourd'hui? Ouais, bah du coup, on l'a un peu spoilé tout à l'heure. Voilà, exactement. C'est Medium, mais pour le coup, ça s'applique à d'autres sites de blog, en fait. Le truc, c'est que ces sites, c'est des particuliers qui font les articles. Des fois, ils peuvent même héberger leur blog Medium sur leur propre serveur. Et en gros, comme disait Arthur, il y a un système de recommandation d'articles. Et en fait, derrière, c'est un peu comme YouTube. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un algorithme qui va vraiment mettre en avant les articles les plus cliquables. Et du coup, je me suis retrouvé un nombre incalculable de fois. Et c'est pour ça que je m'éloigne de plus en plus de Medium, parce que j'ai pas encore de vrais auteurs à suivre.
et ça je pense que c'est le truc principal, tu te retrouves vite dans une boucle où tu vas avoir des top 10, des top 20, des top 5, toujours sur les mêmes sujets. Le topito de l'article. Exactement. Et en fait, c'est que ça qui est recommandé quand tu suis personne et que tu es dessus juste et que tu scrolles dans les recommandés. T'as que ça qui. Moi, je sais pas si je peux te donner cette recommandation, mais je l'ai appliquée sur YouTube. Sur YouTube, tu peux désactiver la personnalisation des flux. Et du coup, il a plus il te. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas forcément le fait que ce soit personnalisé, c'est que dans tous les cas, c'est les articles qui font le plus de clics. Ouais. Et puis même des fois, bon après encore ça va parce qu'il y a toujours le système de commentaires et les gens sont très actifs. Du coup, mais il y a souvent des gens qui font des articles vraiment de merde, qui disent que ouais ça c'est une bonne pratique alors que pas du tout, qui essayent justement de t'opinier sur quelque chose alors qu'il faut pas. Mais après, il y a toujours les gens dans les commentaires qui viennent les très tranchants. Voilà, les commentaires, ça rigole pas. Hein. Ouais. C'est un peu comme les commentaires YouTube, ils n'hésitent pas à dire que c'est de la merde. Du coup, c'est conseil bien. Quand on lit des trucs sur Medium, c'est de toujours, même si on dirait qu'un article a l'air bien en surface, de toujours regarder les commentaires parce que des fois, il y a des gens plus experts qui disent qu'en fait, c'est pas exactement ce que la personne dit. Et voilà, mais du coup, il y a beaucoup de clickbait, beaucoup de. Sinon, tous les articles commencent. Tous les articles commencent par les 10 ou les 12, voilà, les 5, les 7. Mais c'est toujours. Passe ton chemin. Ça donne toujours, genre, les 10 meilleures extensions VS Code, tu te dis peut-être que j'en ai loupé une. Ouais, d'accord. T'as toujours envie d'y aller, mais en fait, non. C'est le piège. Du coup, c'est très intéressant quand on sait qui suivre, parce qu'il y a forcément des auteurs de génie, il y a des gens qui font un taf de malade. Mais sinon, c'est. On se méfier de ce qu'on lit, quoi. C'est toujours pareil, il faut faire attention à ses sources et avoir toujours un œil critique. Fake news, attention. Merci Barto pour ce coup de gueule. On va passer au coup de cœur. Coup de cœur. Nathan, tu as quelque chose à nous partager aujourd'hui? Alors, mon coup de cœur, donc, c'est par rapport au thème de ce podcast. Et j'ai découvert une application qui s'appelle daily.dev. Donc, c'est une application qui nous propose tous les articles de différentes sources, que ce soit Medium, mais aussi directement des articles d'Apache ou d'autres créateurs directement de logiciels. Donc, on pourra avoir directement des notifications sur des mises à jour, des avancées, des articles. Là, par exemple, je sais que je suis allé voir ce matin, il y a beaucoup d'articles avec la WWDC d'Apple qui est en train de sortir. Et ce qui est bien avec cette application, c'est qu'on peut filtrer justement les articles qu'ils nous proposent, que ce soit par tes tags. Donc, si jamais on est intéressé seulement par du Java, du C# ou du back office, mais aussi par auteur et par source. Donc, on pourrait filtrer justement si on veut justement Medium ou que pour Java, mais on peut aussi filtrer des applications que l'on veut pas justement. Donc, ça peut aider à l'auto-formation ou à la veille justement de filtrer tous les articles, un peu comme on disait avant, les tops qui sont pas pertinents, qui ne sont pas pertinents. Ça te permet de faire un gros tri finalement c'est ça. En amont, quoi. Moi, je l'avais utilisé, alors je vais un peu casser ton délire. C'était très bien au début, et en fait, tu peux mettre l'appli. J'avais une extension sur Firefox où en fait, je l'avais mis en nouvelle page d'accueil. Donc, dès que j'ouvrais un nouvel onglet, en fait, j'avais cette page. Et en fait, à force, je regardais même plus parce qu'en fait, il y a tellement d'informations sur l'écran. Tu as genre une dizaine d'articles et tu scrolles et tu as des articles quasiment à l'infini. Et en fait, moi, il me faut vraiment genre 3 trucs et c'est fini. Tu vois, tu peux cliquer sur les 3 et tu n'as plus rien. C'est pour ça que j'aime bien les newsletters, c'est que tu as souvent un modèle avec des informations finies. Et là, le problème de daily.dev, c'est que tu as des informations infinies et en fait, tu as la flemme, tu sais plus où cliquer. L'autre jour, en discutant, en rigolant avec des gens, je me dis, on va revenir à ce qui se faisait avant, le côté éditorial des choses. C'est-à-dire qu'en fait, avec quelqu'un qui te choisit des choses. C'est comme à la radio ou compagnie. C'est un peu la limite de tous ces systèmes Netflix. C'est que tu as trop de choix. Du coup, tu ne fais plus rien. Ouais, alors que là où il y avait un travail éditorial de quelqu'un qui te disait, non, il faut que tu lises ça, ça, ça. Et je pense qu'on va revenir à une forme de... Ouais, je pense. Et du coup, j'ai supprimé l'extension et je l'utilisais plus, mais c'est vrai qu'elle est puissante, mais trop d'informations, en fait. Mais sinon, oui, c'est très intéressant. Oui, peut-être, c'est vrai que tous les jours, ça peut être épuisant. Mais si tu as envie de justement faire une petite session, ça, c'est bien. Tu veux découvrir les actualités, ça peut être pratique. Et après, il faut le gérer de manière un peu plus ponctuelle. Mais c'est vrai qu'après, on se perd, il y a trop d'infos et après, ça a besoin d'être géré, quoi. Ouais. Merci du coup, Nathan, pour ce coup de cœur. On va passer à notre dernière rubrique, c'est l'actu des techos. Théo. Et du coup, pour clore ce podcast, je vous ai choisi 3 petites actualités. La première en lien avec l'intelligence artificielle, donc sur des faits de février 2022, mais médiatisés par le New York Times très récemment en mai 2022. C'est HonorLock, c'est un service automatique de surveillance d'examen.
parce que Covid, tout ça, on a passé nos examens en ligne. Donc, ils utilisent le Recognition, donc c'est l'outil de détection faciale d'Amazon, et qui a accusé de triche une étudiante. Et donc, ça fait débat récemment parce qu'on ne sait toujours pas si oui ou non elle a triché. Et actuellement, elle a raté du coup son examen. Et donc, ça fait un peu débat en mode est-ce que oui ou non c'était une bonne accusation ou non? Est-ce que l'intelligence artificielle a été mal entraînée ou non? Ça pose problème dernièrement. Mais du coup, pourquoi ils mettent en place une intelligence artificielle si dès que quelqu'un triche, on dit qu'il n'a pas triché? Et bah justement, en fait, c'est que là, l'accusation de triche, on ne sait pas si elle est vraiment fondée. Mais du coup, ce sera dans tous les cas le cas, parce que C'est vu qu'elle ça. reconnaît ton visage, tu peux pas le savoir. C'est ça. Donc on s'est dit, c'est des nouvelles technologies qui font du bien pendant ce confinement, où on peut surveiller à distance et ainsi de suite, vu qu'au moins on n'a pas la personne en face. Et au final, ça fait plutôt polémique. Deuxième actu, pour rester un peu plus dans le thème de ce podcast, c'est donc des conférences. Des conférences qui sont peut-être une alternative à la veille technologique. Actuellement, il y a eu les Devox France 2022. Donc, c'est la 10e édition des conférences développeurs qui s'est déroulée du 20 au 22 avril. Et donc, il y a des conférences un peu plus techniques, par exemple sur Docker, Java, Kubernetes, ou plutôt théoriques sur les design patterns, ou la cybersécurité, ou les Corses. Bref, c'est dispo sur YouTube et tout en replay qui sont disponibles. La troisième, c'est aussi une conférence. Il s'agit du WWDC 2022. Donc, c'est les conférences développeurs d'Apple, cette fois-ci, du 6 au 10 juin 2022. Et donc, on a un petit peu les dernières nouveautés, que ce soit iOS 16, macOS 13 Ventura ou encore Apple Plan qui arrive en France. Voilà. Et moi, je vous recommande le salon We Are Developers à Berlin, Ouais. semaine prochaine, où nous serons présents avec Arthur et Thomas. On pourra prendre des photos ou des autographes si vous voulez. Il n'y a pas de souci, on aura un stand là-bas. On s'impose. Yes. Merci à tous en tout cas pour vos partages aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut. Ciao.